Avant de commencer, la discrétion du spectateur est conseillée. Cette vidéo est uniquement à des fins éducatives et de divertissement. Appuie sur like, abonne-toi et active la cloche. Ce que tu vas découvrir dépasse tout ce qu'on a pu lire jusqu'ici. Jet privé, yacht amarré à Star Island, flûte de champagne pétillant au rythme de tubes millionnaires. Le rêve paraît sans faille. L'empire de Sean Diddy Combs, autoproclamé King of the Good Life, brille comme un diamant poli. Pourtant, depuis 5 semaines, la salle 26B du tribunal fédéral de Manhattan projette une toute autre image. Celle d'un magnate déchu, accusé d'avoir transformé suites d'hôtels et manoirs en coulisses de freak-offs, des marathons sexuels filmés, dopés à la MDMA, organisés autour de jeunes femmes fascinées puis piégées. Au centre, une témoin baptisée Jane, 30 ans, influenceuse, mère célibataire, la voix qui fait trembler l'édifice. Elle affirme avoir vécu 3 années d'emprise, de luxe et de peur. Son témoignage sert aujourd'hui de colonne vertébrale au chef d'accusation de trafic sexuel passible de la perpétuité. Décembre 2020, Miami. Jane est invitée à un girls trip, tous frais payés, foule la terrasse d'un penthouse donnant sur Biscayne Bay. La note dépasse $8 000, mais Combs règle l'addition avant même le dessert. Il déguste la scène. Compliments, anecdotes sur Biggie, éclats de rire orchestrés comme des samples. Pour Jane, c'est la première fois qu'un milliardaire autoproclamé s'intéresse à son feed Instagram. Elle immortalise chaque instant, verrines de caviar, bracelets, quartiers offerts pour le souvenir, gorgés de vodka Ciroc qui mousse dans la lumière rose du coucher de soleil. Qu'on s'arrange pour que personne ne dise jamais non. L'itinéraire passera par un yacht de 30 mètres, puis par un dîner traiteur dans sa villa où il sabre un magnum de rosé rare. Le lendemain, il offre billet first class vers les Caraïbes. Derrière le geste, un message implicite se grave. Si tu restes proche, le rêve continue. Au juré, Jane confiera que cette générosité initiale la rassurait. Il me faisait sentir spécial, presque digne d'un conte de fées. Ses amis la préviennent dès pourtant. Avec des gens comme lui, le cadeau a toujours une contrepartie. Elle rit alors. Elle rit moins aujourd'hui. Cette première phase, décrite dans le jargon des spécialistes comme love bombing, installe la dépendance affective, mais aussi logistique. Billets, hôtels, dîners, tout transite sur les cartes corporates de Bad Boy. Jane n'a plus qu'à accepter, ou rentrer chez elle, et renoncer à une vie soudain trop belle. Elle choisit de rester, persuadée qu'elle tient un ticket gagnant. Mais 2021, un message lapidaire. Habille-toi sexy, j'ai un fantasme. L'amène à la suite 900 d'un palace de Miami. La chambre est plongée dans une lumière carmin. Un inconnu en costume italien l'attend. Didi, assis dans un fauteuil en nubuck, cadre la scène avec un caméscope numérique. Jane hésite. Elle est sous l'emprise d'une coupe de champagne et d'une demi-pilule rose qu'il lui a proposée pour l'ambiance. L'acte se déroule, filmé, silencieux. À la fin, Combs flatte l'inconnu, complimentant Jane, range l'enregistrement dans une valise Louis Vuitton verrouillée. Ce scénario, raconte-t-elle, deviendra rapidement un rituel, 1 à 2 fois par semaine, dans diverses villes, parfois pendant 30 heures d'affilée. Les procureurs estiment que ces séances représentaient jusqu'à 90% de la relation. Jane les appellera nuits d'hôtel. Combs préfère freak-off. Le décor revient toujours. Éclairage rouge tamisé, vinyle de soul au ralenti, rangées de baby oil et d'astroglide alignés comme des shampoings d'hôtel. Un plateau d'ecstasy, de kétamine, de cocaïne circule main à main. Les caméras tournent. Combs contemple, parfois commente, rarement touche. Selon les agents fédéraux, les vidéos servaient plus tard de moyen de pression sur les participantes récalcitrantes. À la barre, Jane détaille un incident charnière. « J'ai vomi après le 2e round. Il est entré dans la salle de bain, m'a regardé dans le miroir, a dit « Parfait, tu te sentiras mieux, on passe au 3e gars. » Elle décrit les hanches douloureuses, la gorge irritable, l'esprit brouillé par l'extasie qu'elle avalait pour tenir jusqu'à la fin. Les jurés, habitués aux procédures sèches, observent ses larmes. Certains évitent son regard. La défense insiste sur le fait qu'elle était adulte, qu'elle envoyait parfois des émojis cœurs. Elle rétorque « J'étais dans un brouillard. J'appelais ça de l'amour pour ne pas affronter la réalité. J'étais sa poupée filmée. » Février 2022.
Après un week-end aux Grenadines, Combs vire 10 000 $ sur le compte de Jane. Pour tes factures. Quelques jours plus tard, dans un SUV Maybach, il formule l'offre. Combien te faut-il pour que tu n'aies plus à bosser ailleurs? Jane fixe la somme à 10 000 € mensuels. L'accord est scellé sans contrat. Chaque premier du mois, le virement tombe. Officiellement, c'est un geste romantique. En pratique, c'est le verrou. Jane n'a plus de salaire propre. Son appartement de Los Angeles, loyer 9 200 $, repose sur le bon vouloir de Combs. Elle racontera à la cour ses tentatives pour regagner de l'indépendance. L'idée d'un compte OnlyFans, vite étouffée. Les captures d'écran lisent « Je ne veux pas être aimé uniquement dans le noir ». Combs répond « Arrête tes paroles de podcast ». Quand elle refuse une nuit d'hôtel, une menace fuse. Dans ce cas, règle le loyer toi-même. La générosité se mue en dette perpétuelle. Cette dynamique, argent contre soumission, est la clé juridique du chef de traite à des fins sexuelles. Si vous payez quelqu'un pour du sexe sous contrainte financière ou psychologique, la loi fédérale parle de trafic, martèle la procureure Comey. Jane souligne un détail passé inaperçu jusqu'ici. Combs exigeait qu'elle change de numéro de téléphone tous les 3 mois pour éviter les leaks. Elle doit prouver qu'elle a supprimé certaines conversations et il revendique même le mot de passe de son cloud. Je croyais que c'était de la protection, c'était un contrôle total. Ce que Jane ignorait alors, c'est que cette pension mensuelle n'était pas simplement un filet de sécurité. Elle devenait la pièce maîtresse d'un engrenage financier savamment huilé. Les procureurs ont expliqué aux jurés que l'argent avait un double effet. Il isolait la victime car aucune autre source de revenus n'était nécessaire et il créait un sentiment d'obligation moralement impossible à rembourser. Dans ses notes de thérapie, Jane écrit que chaque virement se muait en rappel silencieux. « Tu me dois cette nuit ». L'experte en violence comparable économique venue témoigner a même comparé la mécanique à celle de certains proxénètes. Plus la proie s'endette symboliquement, moins elle se voit quitter la cage. Ce point précise pourquoi, même quand les portes sont ouvertes, la victime reste. Quitter signifierait reconnaître que toutes ses largesses avaient un prix caché qu'elle n'est pas capable de régler seule. 12 juin 2024, manoir de Beverly Hills. Jane découvre des sextos entre Combs et une autre femme. La dispute dégénère. Elle pousse sa tête contre un comptoir marbre. Il frappe la porte, l'étrangle, dit-elle. Elle s'enfuit pieds nus et un voisin appelle un Uber. À l'aube, elle revient récupérer son fils. Combs l'attend, des talons aiguilles à la main. 2 gélules roses, MDMA pur, affirme l'expert toxicologue, et annonce une soirée surprise avec un acteur porno. Jane refuse. Il s'approche, chuchote, et ça, c'est de la contrainte. Elle cède, démontée, selon ses mots. 3 mois plus tard, le 25 mars 2024, 80 agents du Department of Homeland Security investissent la villa de Miami et le manoir de Los Angeles. Les photos montrées au jury ressemblent à un inventaire surréaliste. AR-15 au numéro limé, chargeur plein, 25 bouteilles de baby oil, 31 flacons d'astroglide, sextoy, une peluche canard, un sac Gucci plein de poudre testée positive à MDMA, cocaïne, Xanax. L'agent spécial Gérard Ganon décrit au micro un environnement de contrôle sensoriel. Lumière rouge, musique lente, drogue accessible, caméra en hauteur. Les jurés n'ont pas le droit de voir la vidéo intégrale. Ils reçoivent un aperçu flouté qui suffit à glacer l'atmosphère. La nuit du 12 juin 2024 n'a pas seulement laissé des traces physiques. Elle a marqué un tournant psychologique que le procureur appelle l'instant de rupture. Jane raconte qu'après l'agression, son cerveau s'est séparé en deux. Une partie d'elle-même qui hurlait de fuir et l'autre, encore sous emprise, persuadée qu'elle avait provoqué la colère de Combs. Les médecins légistes ont montré au jury des photos de l'hématome périorbitaire pour illustrer l'intensité de l'étranglement, tandis qu'un psychiatre a témoigné du phénomène de dissociation. Lorsque la victime sent sa vie menacée, elle se déconnecte de la scène pour supporter l'insupportable. Ce témoignage renforce la thèse de la contrainte physique et de la menace implicite, élément indispensable pour qualifier le trafic sexuel aggravé aux yeux de la loi fédérale. Novembre 2023. Cassie Ventura, ex-partenaire de Combs durant 11 ans, dépose plainte. Même freak-off, mêmes escortes, même MDMA. L'affaire se règle en 24 heures contre 20 millions de $. Jane,
lit la plainte, pleure 3 jours non-stop, ressent la nausée de se voir sur papier. Elle écrit à Combs « Je me sens comme si je lisais mon propre traumatisme ». Elle n'est plus seule. Les victimes potentielles se multiplient, plus d'100, au dernier comptage officieux, dont d'anciens employés. L'un, garde du corps, affirme avoir touché 100 000 $ pour enterrer une vidéo d'agression. Une assistante décrit des transferts de Pax Escort d'un État à l'autre, réservation d'avions privés, enveloppe de cash. Sous contre-interrogatoire, Jane doit expliquer un groupe WhatsApp qu'elle partageait avec Combs et un escorte nommé Paul. Il se surnommait Trifecta et s'allouait des rôles de stars NBA, elle, Kobe Bryant, Paul, Shaq, Combs, Michael Jordan. La défense brandit ses blagues comme preuve d'une dynamique joyeuse. Jane rétorque, voix cassée. Faire de l'humour, c'était ma manière de survivre. Elle avoue aussi avoir googlé le mot « cuck » pour comprendre ce que Combs fantasmait vraiment. Je croyais que si je décodais son langage, je pourrais l'aimer mieux, le retenir, confie-t-elle. Aujourd'hui, elle y voit un signe supplémentaire de l'emprise. Il avait redéfini l'amour comme voyeurisme. Je tentais de m'auto-convaincre. À mesure que le domino des révélations tombe, une autre dimension apparaît. La stratégie médiatique de Combs pour éteindre les incendies. Plusieurs témoins rapportent qu'il disposait d'une war room numérique. Une équipe de communicants scrutait Reddit, Twitter et TikTok pour identifier chaque début de rumeur, puis inondait le flux de contenus festifs ou de communiqués juridiques cinglants. Jane évoque des soirées où, au beau milieu d'un dîner, un assistant apportait un iPad résumant les zones rouges du web. Si le mot-clé freak-off grimpait, Combs commandait dans l'heure un live Instagram où il distribuait des chèques à un lycée défavorisé, détournant ainsi l'attention. Cette machine de réécriture en temps réel illustre la façon dont pouvoir financier et soft power digital peuvent museler des récits pendant des années, jusqu'au jour où un tribunal et la convergence de plusieurs voix forcent la vérité à remonter. Le raid devient viral. Les images d'hélicos au-dessus de Star Island brisent la façade glamour. En 24 heures, Peloton retire toutes les playlists Bad Boy, Spotify gèle les bannières, Ciroc annonce mettre la campagne en suspens en attendant l'issue judiciaire. Les analystes estiment la valeur perdue en deals à 350 millions de $ entre 2024 et 2025. En avril 2025, Combs vend la totalité de ses parts dans Revolt. Le CEO d'Etavio Samuels confirme « Les employés deviennent désormais les principaux actionnaires ». Afrotech souligne que cette cession acte une rupture complète avec le fondateur. Sur X, le hashtag #MuteDiddy grimpe. Des DJ promettent de boycotter ces classiques. Des fans se filment en train de brûler leur vinyle. Au-delà des pertes financières, c'est la marque personnelle, l'aura d'invincibilité, qui s'érode. Combs, placé au Metropolitan Detention Center de Brooklyn, publie via ses avocats un communiqué parlant de complot et de détournement médiatique. La cour vit au rythme des dramas. Le 9 juin, la défense dépose une motion de mistrial arguant que les médias ont contaminé le jury. Le juge la rejette séance tenant. Les jours suivants, Jane poursuit sa déposition. On diffuse un note audio où Combs murmure « Tu vas me laisser tranquille, oui ou non ?» après qu'elle a supplié pour un canapé. Les jurés annonnent les textos, certains grimacent quand ils lisent le passage sur le vomi. L'avocate Tenny Geragos tente de brosser Jane en ex-jalouse, évoque polyamour, montre que Jane envoyait parfois des photos d'elle souriante. Jane explique alors la mécanique du double lien. Si je refusais, il arrêtait le loyer. Si j'obéissais, je me sentais sale, mais j'avais un toit. La procureure martèle la définition de la traite. Quiconque obtient un acte sexuel en échange d'un avantage financier, sous menace explicite ou implicite, commet un crime fédéral. La mention de l'ecstasy, Jane admet en avoir avalé pour tenir, renforce la charge, usage de stupéfiants pour faciliter l'exploitation sexuelle. Un détail accroche l'attention. Jane dit avoir transporté 2 fois des paquets d'un état à l'autre, sur ordre du rappeur. L'agent Gannon confirme que l'investigation s'intéresse à un trafic inter-État, passant du RICO à la loi Mann, 1907, qui interdit le transport de personnes pour la prostitution. Les jurés notent, silencieux. Au-delà du sort individuel de Combs, la presse parle déjà d'un MeToo rap. De jeunes rappeuses décrivent la
taxe au silence, dormir avec un producteur pour obtenir un beat. Des labels insèrent désormais des clauses de moralité, obligeant artistes et managers à respecter un code de conduite sous peine de rupture de contrat immédiate. Plusieurs marques renégocient les droits catalogues, craignant de voir leur pub associée à un nom qui risque la perpétuité. Les sociologues notent que l'affaire atteint un milieu où la masculinité performative est reine. Montrer des failles est tabou. Jane, Cassie et d'autres brisent cette légende. Pour de nombreuses victimes potentielles, voir une femme tenir tête à Puff Daddy, lui-même en cour fédérale, change la donne. Si elle peut parler, alors moi aussi, écrit une ex-danseuse sur Instagram. Pendant 3 décennies, Sean Diddy Combs a vendu la Success Story version champagne et private jet. Le témoignage de Jane dévoile l'arrière-boutique. Cadeaux pièges, loyer menottes, soirées filmées, MDMA obligatoire, menaces voilées. Un univers où le pouvoir s'achète et la honte s'enregistre. Le verdict n'est pas encore tombé, mais la sentence culturelle se prononce chaque jour sur les réseaux. Sponsors qui lâchent, radio qui coupe, ex-collaborateurs qui effacent les selfies. À vous qui regardez, souvenez-vous, un riff catchy ou un parfum de luxe peuvent masquer des réalités plus sombres. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux, partagez-la. La lumière est l'antidote du secret. Abonnez-vous, activez la cloche. La prochaine audience pourrait révéler un nom encore plus surprenant, un complice silencieux ou cette preuve vidéo que le tribunal refuse encore de montrer au public. Merci d'être resté jusqu'au bout. Le luxe véritable, c'est la liberté. Une liberté qu'aucun chèque, aussi gros soit-il, ne devrait jamais pouvoir confisquer.